Cette semaine a été très riche pour l'actualité européenne, l'élargissement à de nouveaux pays, l'augmentation des taux directeurs par la BCE, de nouvelles élections qui vont avoir lieu en Italie, ou encore le plan énergie que veut mettre en place la Commission. Bienvenue dans cette deuxième revue d'actualité du vieux continent. On commence avec un des grands thèmes de la semaine, l'élargissement. Puisque le début de la semaine, il a été marqué par l'ouverture des négociations d'adhésion pour la Macédoine du Nord et pour l'Albanie. Il faut rappeler comment on devient justement membre de l'Union Européenne. La procédure, on la trouve à l'article 49 du traité de l'Union Européenne. Il précise que tout État qui veut devenir membre de l'Union Européenne doit respecter les principes fondamentaux. Dans ces principes, on retrouve notamment les droits de l'homme, les libertés, la démocratie, les droits ou encore la dignité humaine. Il faut aussi que l'ensemble des États qui composent l'Union Européenne soient d'accord, en tout cas ne posent pas leur veto à l'adhésion d'un nouveau pays. Depuis 1993, il y a également d'autres critères qui ont été ajoutés. C'est les critères qu'on appelle les critères de Copenhague. Parmi ces critères, on retrouve un critère politique qui veut que le pays doit être une démocratie. Il y a aussi un critère économique, puisque un pays qui désire rentrer dans l'Union Européenne doit faire partie de l'économie de marché. Et il y a également un troisième critère qui est fondamental et qu'on appelle l'acquis communautaire et qui désigne le fait que tout État membre doit intégrer l'ensemble du droit européen dans son droit national. Concernant l'actualité de cette semaine, il faut savoir que la Macédoine du Nord, elle est candidate depuis 2005. C'est donc une avancée fondamentale. Pour en arriver là, la Macédoine du Nord, elle a dû faire de nombreux sacrifices. Par exemple, en 2019, la Grèce met son veto contre l'entrée de la Macédoine en ordonnant à la Macédoine de changer de nom. La Macédoine s'appelle donc désormais Macédoine du Nord. Les Bulgares ont également mis leur veto à l'entrée dans l'Union Européenne de la Macédoine du Nord. Et le tournant, il a véritablement eu lieu dimanche dernier lorsque le Parlement de Macédoine du Nord a voté à une courte majorité la reconnaissance de l'existence d'une minorité bulgare sur son territoire. Les choses sont cependant loin d'être terminées puisque la Macédoine du Nord devra également modifier sa constitution. Et ça, ce sera pas chose simple puisque dans la constitution de Macédoine du Nord, il faut que les 2/3 du Parlement acceptent de la modifier. L'Albanie, de son côté, elle a obtenu son statut de candidat bien plus tard que la Macédoine du Nord, en 2014, mais la Commission européenne a décidé que son destin était lié à celui de la Macédoine du Nord. C'est pourquoi, lundi, la Commission européenne a déclaré que les négociations d'adhésion avaient commencé avec les deux pays. On reste dans le sud de l'Europe et on se dirige à présent vers l'Italie. On vous en avait déjà beaucoup parlé la semaine dernière. Il y a eu un nouveau rebondissement qui fait que l'Italie est au cœur de l'actualité en ce moment, puisque ça y est, le président du Conseil, Mario Draghi, a cette fois définitivement démissionné de son poste. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut savoir que mercredi, Mario Draghi, il a sollicité un vote de confiance de la part des députés et des sénateurs italiens. Sauf que ni le parti des Cinque Stelle, qui on le rappelle est arrivé en tête lors des élections législatives, ni la Ligue du Nord, ni Forza Italia, qui composait la coalition gouvernementale, ne lui ont accordé cette confiance. Et il a donc été contraint de remettre sa démission au président de la République italienne, Sergio Mattarella. Sergio Mattarella, il devrait donc dissoudre le Parlement dans les prochains jours et annoncer de nouvelles élections qui devraient a priori se tenir en septembre. Sa démission, elle tombe vraiment au pire moment pour les deux autres piliers de l'Union Européenne, à savoir l'Allemagne et la France, puisque le chancelier allemand Olaf Scholz est très affaibli par la guerre en Ukraine et qu'Emmanuel Macron a perdu la majorité absolue lors des dernières élections législatives qui se sont tenues en France. L'avenir de l'Italie, il est donc totalement incertain et la question maintenant que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'Italie continuera à suivre la ligne atlantiste et européenne prônée par Mario Draghi? On aura la réponse lors des prochaines élections qui devraient se tenir en septembre et d'ici là, il faut savoir que le gouvernement de Mario Draghi restera en place afin de continuer à régler les affaires courantes. Après l'Italie, autour de l'économie, Christine Lagarde a pris une décision majeure jeudi dernier. Alors avant de rentrer dans les détails, juste un petit rappel, la Banque Centrale Européenne, c'est elle qui est chargée d'émettre l'euro et d'établir la politique monétaire de l'ensemble des pays de la zone euro. Et sa mission première, comme une banque centrale en général, c'est la stabilité des prix. Or en ce moment, l'Europe elle fait face à de nombreuses difficultés économiques, avec la pénurie de main-d'œuvre et de matières premières. Il y a également l'inflation qui atteint 8,6% sur l'ensemble de la zone euro. Et tout ça fait qu'on se retrouve dans un schéma d'instabilité économique qui a poussé la BCE à agir. La Banque Centrale Européenne, elle a pris une décision historique jeudi, puisque ça faisait plus de 10 ans qu'elle n'avait pas relevé ses taux directeurs et elle les a relevés de 0,5 points. Alors les taux directeurs, c'est les taux d'intérêt fixés par la Banque Centrale au jour le jour. Et donc en relevant ces taux directeurs, ça signifie que ça va être de plus en plus compliqué pour les États membres de se faire prêter de l'argent. Christine Lagarde a annoncé qu'il fallait se préparer à tous les scénarios possibles. Et c'est pourquoi la BCE a également créé un nouveau bouclier anti-crise qui s'appelle IPT, Instrument de la protection de la transmission. Et cet IPT, il est destiné à protéger les pays victimes d'une forte spéculation. Le quatrième thème de cette revue d'actualité européenne, il concerne l'énergie. Il y a deux actus importantes sur l'énergie cette semaine. Tout d'abord, vous en avez peut-être entendu parler, mais la Commission européenne a dévoilé mercredi son plan pour l'énergie afin de surmonter la chute des livraisons du gaz russe. Ce plan proposé par Bruxelles, il est assez drastique puisqu'il prévoit que chaque État membre de l'Union européenne devra baisser de 15% sa consommation de gaz. La Commission européenne, elle suggère notamment de limiter le chauffage de certains bâtiments,
de retarder la fermeture de certaines centrales nucléaires. Les États membres, ils ont maintenant jusqu'à septembre pour dévoiler leur feuille de route. Et le problème, c'est que ce plan de la Commission risque de faire débat, puisque par exemple, le gouvernement espagnol a déjà annoncé qu'il n'appliquerait pas cette proposition en déclarant que ça lui coûterait trop d'efforts. La deuxième actu européenne concernant l'énergie, elle découle de la première, puisque pour être de moins en moins dépendant de la Russie, Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, s'est rendue en Azerbaïdjan en début de semaine. L'Azerbaïdjan, qui on le rappelle, est l'un des fournisseurs de gaz de l'Union européenne. L'Azerbaïdjan s'est dit prêt à doubler ses exportations pour approvisionner l'Europe en gaz. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan, ça représente 8 milliards de mètres cubes de gaz par an et que même en doublant, ce qui arriverait donc à 16 milliards, on serait très loin du niveau atteint par les Russes puisque ces derniers représentent environ 153 milliards de mètres cubes de gaz. La question de l'approvisionnement en énergie, elle est donc en suspens et on devra en savoir plus dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. On termine cette revue d'actualité européenne par la guerre en Ukraine. Une nouvelle plutôt réjouissante par rapport à ce qu'on entend d'habitude sur le sujet, puisque le vendredi 22 juillet, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord avec la Turquie et l'ONU sur l'exportation des céréales ukrainiennes. On le sait, la communauté internationale, elle est très dépendante de la production céréalière de l'Ukraine et de la Russie, puisque ces deux pays à eux seuls représentent plus de 30% du commerce mondial du blé. L'accord qui a été signé le 22 juillet, il aura une durée de 120 jours, et ces 120 jours, ils devraient permettre d'écouler les stocks, puisqu'actuellement, entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées en Ukraine. C'est déjà la fin de cette deuxième revue d'actualité européenne. Le débat cette semaine, c'est le suivant. Souhaitez-vous que l'Union européenne continue de s'agrandir et compte plus de 27 pays? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner et on se retrouve jeudi avec une nouvelle série, Le Problème, où on vous explique le problème du gaz en Europe.